bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Salut, bonsoir à tous pour un nouvel épisode. Et j'ai fait mes calculs, c'est l'avant-dernier de la saison, avant notre pause estivale. On fera encore un épisode juste après, ce sera le 25e. Là, on est au 24e épisode. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule de sport cette semaine avec un sport qui va être un peu insolite, mais je te laisserai expliquer ce que c'est. Mais pour vous rappeler, donc, les capsules de sport, comme toujours, c'est les sports insolites, les sports qu'on ne rencontre pas souvent. Juste fait un petit clin d'œil lorsqu'on a parlé de pétanque, mais ça, c'était juste pour faire le petit twist, on va dire derrière. Mais là, on va parler vraiment d'un sport qui n'est pas connu en France. Je dirais même du tout connu en France, ou très peu connu en France, parce que j'ai un peu de mal. J'ai fait des recherches juste avant l'émission, malgré Japan Expo, parce que pour être très transparent, je participe aussi à tout ce qui est autour de la culture japonaise, et j'étais un peu occupé le week-end dernier. Et donc, du coup, voilà, le sport dont on va parler, c'est pas si facile que ça de trouver des infos en France. Et puis comment le définir, surtout parce qu'il y a plusieurs fédérations, il y a même 2 fédérations mondiales, mais pour 2 codes différents au sein du même sport. Et là, on va parler de codes différents, mais en réalité, il y a même des noms différents. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec le nom utilisé, ça a l'air fou en fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, l'épisode va parler de street hockey, on va dire de manière globale, c'est du street hockey. Street hockey. Ball hockey et deck hockey, et en fait à chaque fois c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va dire que c'est la variante qui tourne autour de ça, du hockey qu'on peut jouer dans la rue. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée, c'est ça. Exactement, du hockey avec une crosse de hockey sur glace, à pied, je dis bien, et sur des surfaces diverses et variées, on en parlera. C'est pas effectivement la crosse du hockey sur gazon. C'est pas cette crosse-là. C'est vraiment la crosse, comme tu dis, classique du hockey sur glace. C'est vraiment cette longueur de... Alors, je n'ai pas compris pourquoi le hockey sur gazon, ils ont choisi une crosse aussi courte. On en parlera peut-être quand on parlera de ce sport, mais c'est vraiment le point de l'histoire. Oui, c'est le point de l'histoire, mais c'est comme super bizarre d'être penché, d'avoir de l'eau cassée. C'est quand même terrible. Non, mais c'est un autre débat. Après, voilà, une particularité, c'est que le hockey sur gazon se joue à 11 contre 11. Et là, on est sur des matchs qui se déroulent plutôt à 5 contre 15, à 5 contre 5 contre 4 ou 3 contre 3. C'était le cas justement des mondiaux qui avaient lieu dernièrement, en juin dernier, à Laval, et où un ami a été, en fait, il a suivi l'équipe de France lors des mondiaux. Il a d'ailleurs accompagné l'équipe de France en tant que photographe. C'était complètement improvisé, et c'était, paraît-il, génial à vivre. Oui, après, il faut dire que tous ces sports insolites, tous les joueurs, tous les athlètes de certains niveaux, on va dire élites, on va appeler ça comme ça, en général, c'est des passionnés. Hein. Donc ça veut dire que de toute façon, c'est l'ambiance, elle est bonne. Plutôt bonne, on va dire. Plutôt bonne, en général. Et alors là, pour le coup, dans ce contexte-là, on est sur une forme de hockey qui est complètement amateur, et qui a été, et on le verra pour embrayer sur l'histoire du sport, qui a toujours été envisagée comme une pratique récréative hors saison. Et c'est assez amusant parce qu'il y a des joueurs de NHL qui le pratiquent justement hors saison. Tout à fait. On va parler... Pardon, Damien, j'ai fait une petite... j'avais envie de te bailler. Du coup, chers... C'est Japan Expo. Donc ce soir, on va parler donc de street hockey, de toutes ses variantes. On va évoquer ses origines, l'histoire, les règles de ce sport, les plus grandes compétitions, les sportifs légendaires. Alors du coup, tu verras que moi j'ai plutôt zoomé sur le ball hockey, l'hockey-ball, où on peut le pratiquer en France, et puis les références de pop culture. Je tiens à vous dire que j'en ai pas beaucoup. J'en ai une. Moi, j'en ai 0. J'en ai pas du tout. J'ai cherché pourtant sur la notion d'hockey-ball, mais c'était compliqué. Il y avait du roller hockey, mais j'ai fait, je vais pas jouer avec ça. Alors, roller hockey, je peux te faire un épisode sur ça. Oui, c'est ça. On fera un épisode sur ça. Ayant habité à Grenoble, forcément, il y a un club de roller hockey. Oui. En fait, roller hockey, on pourra faire un épisode, je pense. On pourra en faire un à part, je pense. Cher Damien, du coup, je te propose qu'on démarre immédiatement avec la première séquence, l'origine et l'histoire de ce sport. Alors Damien, où et quand a débuté le
faut dire je vais employer le terme de street hockey, tu m'excuseras, le hockey de rue. Hockey avec balle, on va dire. Voilà, en général. de hockey avec balle sans la glace. Et de hockey avec. C'est très bien résumé. Ça a démarré où après? Ça a démarré où? Ça a démarré au Canada, hein, techniquement. Ouais. C'est surtout un passe-temps canadien, quelque part entre l'Ontario et le Québec. Selon justement la province, on va pas appeler ça de la même manière. Selon la province, les règles ne sont pas forcément les mêmes, mais ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que c'est un sport qui a été inventé en bricolant en quelque sorte, puisque c'était à la base un moyen pour les joueurs de hockey sur glace de jouer hors saison. Donc lorsque c'est l'été, lorsque les patinoires municipales ou les patinoires de compétition, des fois enlèvent la glace tout simplement. Hein. C'est le cas par exemple du Centre Bell à Montréal. L'été, vous pouvez marcher sur la dalle de béton. C'est assez amusant, quoi. Exactement. Donc c'est un sport effectivement qui est né au début du XXe siècle et en fait ça forme, je dirais effectivement comme tu dis, estival. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport soit d'entretien de sa forme, soit un sport de réénergisation avant une nouvelle saison. C'est-à-dire de vraiment se préparer physiquement à la nouvelle saison de hockey sur glace. Tout de même plutôt, alors d'après Wikipédia, plutôt né dans les quartiers riches. Après, il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt les gens aisés qui pouvaient faire du hockey sur glace et tout. Hein. C'est un peu logique que ça soit né comme ça. Et surtout, c'était un sport effectivement vraiment de loisir, mais pur et dur. C'est-à-dire vraiment, c'était pour pratiquer les compétences, pour faire tout ça. Ça se pratiquait donc sur toute surface dure, n'importe laquelle. Surtout les enfants, les adolescents aussi aimaient faire ça avant de pouvoir aller sur une patinoire. En fait, c'est le plus simple. En fait, avant de trouver l'équilibre sur un patinoire, on fait du hockey de rue pour s'entraîner. C'est ce qu'on appelle un backyard sport. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été repris ensuite par le jeu vidéo. Hein. D'ailleurs, il y a toute une série sur PlayStation 2 ou 3, je crois, et sur 3DS, je crois qu'ils l'ont fait aussi, ou sur PlayStation Vita. Je ne sais plus quelle est la console portable qui l'a eu aussi. Et il y avait toute une série backyard quelque chose, avec backyard baseball, backyard basketball, etc., etc. Sauf que ça part de quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gamins qui s'amusent comme nous. Hein. Je veux dire, c'est pareil en Europe, c'est pareil en Amérique du Nord, et c'est pareil aussi en Asie. On en parlait d'ailleurs pour le cricket. Il y a du backyard cricket, justement, qui est une pratique de loisir qui est ultra répandue en Inde, par exemple. Et donc, ce sont des sports qui sont pratiqués de manière complètement informelle. Et à la base, toutes les règles du street hockey sont des règles qui sont en réalité informelles. Par contre, ce qui est le grand défi physique qui était celui des joueurs, c'était la balle. On met une balle, il n'y a pas de souci. Simplement, on met une balle qui rebondit. Généralement, ils prenaient une balle de tennis. Sauf que cette balle de tennis, elle rebondit beaucoup trop pour les crosses. Enfin, c'est ingérable, quoi. Donc, assez souvent, cette balle de tennis, elle était dégonflée. Il faisait un trou dedans, il dégonflait l'air, et comme ça, elle rebondissait plus trop. C'est à partir des années 70 qu'il y a un fabricant de jouets, qui est Raymond Leclerc, qui a inventé une balle qui rebondit moins. Il y a un procédé, il y a un plastique dur, etc. Et de la même manière, selon les règles et selon les fédérations, vous avez aussi donc des joueurs qui ont décidé de mettre en place aussi un revêtement de sol qu'on peut enlever d'ailleurs, hein, qui est constitué de dalles, qui d'ailleurs laisse passer la pluie, qui laisse écouler la pluie, qui permet d'ailleurs de jouer un peu par tous les temps, si vous êtes en déluge. Mais pour d'autres, on est plutôt resté sur du bitume. Pour certains, on est resté sur des règles héritées du hockey sur glace, sans les équipements, donc toujours cette pratique estivale et ludique, et donc avec des charges qui sont beaucoup moins fortes. Pour d'autres, au contraire, on est parti sur des règles vraiment customisées, et qui sont les mêmes règles, par exemple, que le roller inline hockey. Avec moins de charges, mais aussi un peu plus d'équipement, etc., etc. Enfin bref, il y a pas mal de tendances différentes qui se sont distinguées au cours de ces années 70-80. Exactement.
Tu as quasiment fait l'histoire, puisqu'après, le Canada, en fait, s'est organisé officiellement à la fin des années 70 avec la création de l'Association canadienne de hockey-ball. Alors, je me concentre sur le hockey-ball à ce moment-là. Et aux États-Unis, bien sûr, ça a aussi développé à peu près dans les mêmes eaux. Et une ligue de ball hockey, la National Ball Hockey League, a été créée dans les années 2020, alors que celle du Canada, je l'évoquerai un peu plus tard, mais celui de la Ligue nationale de hockey-ball a été créé bien avant. Et donc, on parlera de celui-là lors des plus grandes compétitions de ce sport. Est-ce que tu veux compléter les choses, Damien ? Oui, mais attention, il ne faut pas s'imaginer que c'est une ligue fermée. C'est des tournois locaux avec une finale nationale une fois par an. Voilà ce que c'est. Il ne faut pas non plus exagérer. Et tu fais bien de... Alors ça dépend, ils sont organisés. Enfin, je t'expliquerai tout ça. La Ligue nationale de hockey-ball. NBHL sous les yeux. Ah, tu parles des États-Unis. Moi, je te parle de Ligue nationale de hockey-ball au Canada. Eux, ils sont organisés en conférence et tout, avec des saisons régulières. Enfin, il y a toute la panoplie de leur côté. Ouais, sauf qu'à côté de ça, effectivement, à côté de ça, effectivement, vous avez le championnat québécois, le championnat ontarien. Oui, bien sûr. Mais ils ont créé une ligue quand même, nationale, avec des conférences régionales. C'est intéressant justement de parler de ça, parce qu'on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on les a regroupés tous les trois pour cette raison-là, c'est-à-dire que déjà, il faut s'imaginer que le Massachusetts et New York côté américain, le Québec et l'Ontario côté canadien, déjà eux-mêmes sont pas d'accord sur l'appellation même de ces sports justement. Donc certains vont dire hockey-ball, d'autres vont dire décoquet, mais en fait ça voudra dire décoquet de l'autre côté de la frontière provinciale, etc., etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en réalité donc le but de la manœuvre, c'est de comprendre qu'il y a deux grosses fédérations dans le monde. La ISBHF, International Street and Ball Hockey Federation, donc ce qui veut dire ce que ça veut dire, donc Fédération internationale de hockey-ball et street. Mais vous avez aussi la WBDHF, donc la World Ball and Deck Hockey Federation. Donc deux fédérations différentes, donc avec des règles, encore une fois, un petit peu différentes, notamment sur l'équipement, sur les charges, etc. Donc voilà le paysage aujourd'hui. C'est que pour rationaliser un petit peu tout ça, et donc sans forcément que les gens finissent par être d'accord, faut pas déconner, puisque j'imagine que d'un côté ou de l'autre d'une frontière, les gens auront eux-mêmes leur propre vocabulaire, mais comprenez bien que tout ça, c'est solidifié autour de deux gros organismes et donc de deux codes différents d'une pratique qu'on ne pouvait pas dire forcément unifiée à la base, mais simplement en fait que c'était une pratique de loisir et qui s'est solidifiée autour de deux centres finalement. C'est ça. Une nébuleuse qui s'est solidifiée autour de deux Exactement. centres. Voilà. Très bien. Je te propose, Damien, qu'on puisse partir du coup sur les règles de ces sports, on va dire ça comme ça. Et donc, on va tout de suite zoomer sur les règles de ces sports. Alors, j'ai une vidéo, mais c'est pas du Neil Explains, parce que Neil Explains a plutôt fait des variantes roller. Donc lui, il a fait du roller hockey. Beaucoup plus connu. Donc on l'évoquera lorsqu'on évoquera ce sport-là. Mais j'ai quand même une vidéo d'explication du hockey-ball. Donc moi, je vais parler d'hockey-ball de mon côté. Et donc pour le hockey-ball, les équipes, donc comme tu l'as dit, se composent de 5 coureurs et d'un gardien de but. Les 5 coureurs sont répartis en position de 3 attaquants et 2 défenseurs. Il y a un défenseur droit, un défenseur gauche. Et les attaquants sont appelés ailier gauche, ailier droit et centre. Ces positions sont à peu près identiques au hockey sur glace. Si vous imaginez un peu où ils sont positionnés. Il y a beaucoup de règles différentes, comme tu l'as dit. Il y a des variantes. Dans les règles officielles de l'ISBHF, comme tu l'as dit, il y a notamment des règles qui sont liées au hors-jeu. Donc, il y a une ligne bleue flottante. Donc, ça peut être difficile à comprendre, mais pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est le hors-jeu, lorsque la balle franchit une ligne bleue de l'équipe défendante, en fait, l'équipe attaquante est en jeu. D'accord, donc l'équipe attaquante dispose alors de toute la zone jusqu'à la ligne centrale pour faire circuler la balle et être encore considérée en jeu. Une fois que la balle franchit la ligne rouge centrale, la zone d'attaque est perdue. Les joueurs de l'équipe attaquante doivent se reculer au-delà de la ligne bleue de l'équipe défendante et faire entrer la balle au-delà de la ligne bleue de l'équipe défendante pour être considérée en jeu à nouveau. Donc en gros, c'est la balle qui sert de
de détermination de la ligne d'hors-jeu. Et c'est elle qui mais c'est très proche du hockey sur glace, en fait, cette notion de hors-jeu. Oui. Le dégagement refusé, c'est appelé flooring en hockey-ball, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on dégage depuis son camp jusqu'à de l'autre côté, t'as pas le droit. Donc, tu réengages au niveau de la zone de réengagement à l'endroit où ça a été dégagé. On peut lever le bâton au-dessus de l'épaule pour appeler une passe. Donc, on a le droit de dire « Hey, une passe !» Et vous pouvez fermer votre main autour de la balle à condition de la ramener directement à vos pieds et de ne pas changer de direction. Donc, en gros, tu as le droit d'accompagner le mouvement pour la ramener à tes pieds. Et que toi, tu ne changes pas de direction. C'est-à-dire que toi, tu fais juste une dérivation pour que la balle arrive. Après, il y a d'autres règles, vous voyez un peu en illustration dans la vidéo, mais c'est très proche du hockey sur glace, en fait. T'as pas le droit de toucher à la main comme vous l'avez vu là. On n'a pas le droit de crosser avant que l'arbitre ait lancé la balle. Enfin, c'est très très proche du hockey sur glace. C'est très similaire. Voilà pour les règles du hockey-ball en très synthétique. Je sais pas si toi, Damien, tu voulais voir un peu et expliquer les autres variantes. Pour le décoquer, alors je serais pas aussi précis que toi évidemment. Il y a beaucoup moins de règles de hors-jeu, par exemple, contrairement au hockey sur glace, il n'y a pas la fameuse ligne bleue qui est la ligne de hors-jeu en hockey sur glace. Ouais. Il y a aussi surtout en fait des lignes différentes et notamment qui ont attrait au revêtement du sol, puisque c'est un revêtement basé sur des tuiles, ce qui donne d'ailleurs un aspect assez souvent de terrain dont les limites sont en pixel art en quelque sorte. D'accord. Mais pour le reste, il y a des règles assez similaires, même si même s'il y a moins de hors-jeu. Par contre, effectivement, vous avez aussi les accrochés, vous avez aussi le flooring. Voilà, il y a pas mal de choses finalement assez similaires. À noter que la fédération de ball et décoquet, donc l'autre variante, donc quand il s'agit de matchs à 3 contre 3, eh bien, le terrain est réduit. Vous avez en fait un demi-terrain tout simplement, parce que sinon le terrain est beaucoup trop large. Mais ça donne, dans tous les cas, des parties justement à 3 contre 3 qui sont beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus courtes. Ouais, ça donne ça le terrain, ouais. Demi-temps de 15 minutes. Donc effectivement, ça fait du pixel art, effectivement. Sauf que, tout comme au hockey sur glace, dès qu'il y a une faute, le jeu s'arrête. Donc là où, par exemple, un match de hockey sur glace dure 60 minutes, mais est découpé plein de fois à chaque fois qu'il y a une faute, et donc le temps effectif que vous passez à regarder un match dans une patinoire est de globalement 2 heures, 2 heures et demie, et bien là c'est pareil, vous avez par contre 2 fois 15 minutes, donc un temps de jeu effectif d'une demi-heure, mais un temps réel dans la salle, un temps réel à regarder le match ou à jouer le match pour les joueurs qui est autour d'1 heure. Exactement. Et donc, on a très sincèrement, c'est effectivement 2 formes qui sont différentes légèrement, mais elles sont assez similaires. Et tu as raison, hein, le deck hockey, le terrain, c'est vraiment comme si c'était dessiné en pixel art. On dirait que c'est extrait de la Super Nintendo, quoi. C'est assez drôle. C'est des tuiles. C'est des tuiles qu'on peut enlever, et en fait, vous avez aussi certaines équipes amateurs. Alors, vous avez des terrains permanents, fort heureusement, mais vous avez aussi des équipes qui sont obligées de les enlever. Ouais. Tu prends un gymnase et puis tu mets tes tuiles. Hein. Tu mets tes tuiles, quoi, tout simplement, pour installer le terrain. Ce qui est quand même assez intelligent, parce que du coup... Elle est balustrade. Oui, elle est balustrade, tu as raison. Mais je veux dire, c'est assez intelligent, parce que du coup, c'est plutôt transportable, en fait. Du coup. Exact. Tu peux installer ça quasiment n'importe où. Quasiment. Finalement. Ok, super, on a un peu résumé tout ça. Donc vraiment, c'est très similaire au hockey sur glace. Donc considérez que c'est vraiment ça dans l'état d'esprit quand vous voulez regarder un match de deck hockey ou de hockey-ball. L'idée, c'est ça. C'est proche du hockey sur glace. Après, il y a des variantes, mais ça, faites confiance à l'arbitre. Confiance à l'arbitre. Il gère le truc. Ne vous inquiétez pas. Damien, est-ce que tu veux qu'on évoque les plus grandes compétitions et du coup les fédérations, notamment, qui organisent un peu tout ça? Est-ce qu'on évoque ça? Et bien voilà. Allez, c'est parti. Jingle. Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai focusé sur le hockey-ball. Donc, moi, l'ISBHF. Exactement, l'ISBHF. C'est l'organe mondial qui régit le hockey-ball.
Son siège est situé à Prague, en République tchèque, et c'est reconnu comme un organe directeur officiel par la l'FIHG, donc la IIHF en anglais, la Fédération internationale de hockey sur glace. Voilà, exactement. Et l'ISBHF donc sert à promouvoir le hockey-ball, promouvoir sa croissance et cherche vraiment à développer des compétitions de tous âges, juniors, seniors, etc. Et l'ISBHF a été fondé bien sûr au Canada en 1993. Le premier championnat du monde a été officiellement lancé en Bratislava, en Slovaquie, en 1996. Et bien sûr, qui remporte cette première médaille, c'est le Canada. Bon, évidemment. Plutôt logique. C'est normal. Autour de l'ISBHF, du coup, il y a les championnats du monde, comme je viens de l'évoquer. Et au niveau des championnats du monde, tu ne devineras jamais qui est la première nation en termes de nombre de médailles. Moi, je dirais les Tchèques. Non. Moi, sur troisième. Les Canadiens, évidemment. Il n'y a pas de surprise. Bon. Je t'avais pas piégé. Je pensais que c'était un piège. Non, il n'y a pas de piège. Par contre, la République tchèque a autant de médailles que le Canada. C'est juste que le Canada a 7 médailles d'or. Les Slovaques sont seconds parce qu'ils ont 5 médailles d'or. Et les Tchèques ont 3 médailles d'or. Voilà. C'est très amusant parce que finalement, on retrouve une partie de la hiérarchie du hockey sur glace. Tout à fait. C'est-à-dire les Canadiens, pas les Russes du coup, puisqu'ils s'y sont pas mis même dans les années 90, visiblement c'était pas le cas. Et par contre, vous avez les Tchèques qui sont parmi les grands rivaux des Canadiens en hockey sur glace également. Tout à fait. Et du coup, si je vous montre un peu les sites officiels, donc il est plutôt pas mal fait, le site de l'ISPHF. Donc il y a effectivement tout ce qu'il faut pour aller sur les sites officiels des championnats du monde, notamment qui ont eu lieu effectivement tout récemment. Avec des streams. 2018, avec des streams et tout. Donc ça, c'était les championnats du monde junior. Je me suis trompé, c'était de l'autre côté. Hop. Et donc, c'est les 21 et 29 juin, les derniers championnats du monde. Sachant... C'était en Suisse, dans le Valais. Non, c'était à Baloquet, c'était à Raron, si je comprends bien. Visp. Ouais, Visp-Raron. Dans le Valais. Dans le Valais, ouais. Ouais. Tout à fait. Il y a du streaming possible, enfin, c'est plutôt nickel. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est du site de la fédération du championnat du monde de hockey-ball. Et toi, cher Damien? Eh bien, l'autre site, l'autre fédération, c'est la World Ball and Deck Hockey Federation, WBDHF, dont je ne connais pas le siège. Tiens, c'est assez amusant. Mais qui a priori est en tchèque, donc il doit aussi avoir son siège à Prague ou Bratislava. En tout cas, quand vous êtes accueilli par une page marquée en tchèque. Donc, je pense que c'est plus ou moins dans le même cas. Et par contre, du coup, vous avez un site qui est lui aussi assez complet avec les événements, bien entendu. Un petit focus sur l'extra league, ce qu'on appelle les extra leagues, ce qui est un terme très 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 tchèque et slovaque, et donc qui en dit long sur l'appartenance justement, sur l'appropriation du beau hockey justement par les Européens. C'est surtout les Tchèques et les Slovaques en Europe. Et vous avez aussi, bien entendu, le palmarès des événements, les équipes également, les fédérations membres dans lesquelles vous allez avoir le Canada, mais pas que. Vous allez avoir le Québec. Le Canada est distinct du Québec. Ouais, on le voit ici, dans le 3 contre 3 par exemple. Ouais. Vous avez une équipe de France, vous avez une équipe du Pays Basque aussi. Ça ferait tirer les cheveux de certains. C'est ça. Et tu fais bien de montrer justement le palmarès donc de cette édition 2024 c'est 3x3. C'était un 3x3. Voilà, du 3-3 qui était à Mont-Tremblant. Voilà, c'était à Mont-Tremblant. Et vous avez évidemment le Québec qui a raflé toutes les médailles. Tout à fait. C'est impressionnant. Chez les garçons, la France est terminée 14e sur 14. Alors pour la petite histoire, effectivement, ce que me racontait un sportif, et je remercie beaucoup Rémi de m'avoir accordé une petite interview pour me décrire un petit peu la situation du deck hockey en France. Lui, il y a participé, bien entendu, aux côtés de l'ami dont j'évoquais le nom
en début d'émission, qui est Cédric, et je les embrasse tous les deux, je les remercie bien fort, et du coup qui m'expliquait que l'équipe de France, elle s'est constituée à partir de quelques équipes informelles. Il n'y a pas encore de championnat de France, on est encore pour l'instant dans une situation où pour ce qui est du deck hockey, eh bien, il n'y a pas pour l'instant de championnat de France. C'est prévu, en tout cas c'est prévu de constituer une association française, voire une fédération française, à partir de l'an prochain. C'est l'objectif des amoureux du deck hockey en France. Mais déjà, première chose, eh bien, ils ont constitué une équipe qui venait de France et qui n'était pas forcément une équipe de franco-canadiens ou de québécois d'origine francophone. Il y avait déjà eu une équipe de France il y a quelques années, et c'était surtout donc du coup des québécois en fait d'origine française. C'est le cas par exemple aussi, vous avez une équipe du Liban. L'équipe du Liban, c'est des Libanais, mais en fait qui sont québécois ou ontariens. Vous avez aussi d'autres équipes comme ça, les Italiens aussi, souvent une équipe constituée de Québécois. Donc c'est pas forcément des équipes, enfin c'est des équipes nationales, mais souvent résident canadien, résident québécois. Ouais. Exactement. L'Inde n'a pas participé, bizarrement. Il y a beaucoup d'Indiens, de gens issus du sous-continent indien du côté de Toronto, mais malgré tout, l'Inde a insisté pour avoir une équipe comme la France, avoir une équipe qui perd tous les matchs, c'est pas grave, mais simplement avoir une équipe qui fasse le voyage au Canada pour pouvoir participer au championnat du monde, et leur visa a été refusé malheureusement. D'accord. Okay. Voilà, mais donc toutes les équipes, c'est pas parce que c'est massivement joué au Québec, en Ontario, en Massachusetts et dans l'État de New York qu'il n'y a que des équipes de diaspora. Il y a aussi donc du coup j'allais dire des cellules d'une certaine façon qui essaient de grossir un peu partout dans le monde. C'est le cas en Europe. C'est le cas aussi, donc vous l'aurez compris, dans le sous-continent indien. D'accord. Très bien. En tout cas, c'était au niveau des compétitions. Moi, j'avais quand même une évocation de la Ligue nationale de hockey-ball. C'est la Ligue nationale au Canada. Voilà. Alors, la Ligue nationale au Canada, toi ? Ouais, avec 12 équipes réparties en 2 conférences. C'est en cours. C'est en ce moment, la Ligue nationale de hockey-ball, avec des noms, encore une fois, d'équipes, mais comme ça, quoi. C'est fantastique. Fais-moi rêver. Mais en plus, c'est des sponsors. Tu imagines, il y a des équipes sponsorisées. Donc, tu as le nom du sponsor dedans. Donc, genre, t'as le première équipe par ordre alphabétique, c'est Assurantia Venifille de Joliette. C'est quand même génial, moi, je trouve. Les Golden Blue de Deck-Push, les Hawks de Mirabel, les Huskies de Deck-Anjou, le Mobux de McMaster, le Mustang de Grande-Bay, je sais pas, le Postil Lettrage de Lévis plutôt, Camping Île-Marie du CHBS, les Glissières des Biens de Louisville, les Harfangs de Québec, les Lynx de Victoriaville et Extreme de Shawinigan. Voilà, Shawinigan, mais alors du coup, en fait, l'Assurantia, d'ailleurs, c'est assez amusant parce ils perdent pas le nord, hein, les gars, quand même, pour le coup. C'est qu'ils ont aussi une équipe de hockey sur glace. Évidemment. Dans une ligue mineure qui est assez connue, connue au Québec, qui est la LNH, et c'est à Thetford Mines. Thetford Mines, pour le dire comme plus ou moins à peu près comme il faut. Mais c'est surtout, tu l'auras compris, hein, c'est surtout centré sur le Québec avec quelques équipes éventuellement d'à côté. C'est ça. Surtout concentré dans ce coin-là. Parce qu'il peut dire conférence Est, conférence Ouest, c'est l'Est de Québec et l'Ouest de Québec. Hein. Non mais c'est ça. L'Est de Québec avec peut-être, à l'Est, il y aura peut-être une équipe du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Allez, je pourrais aller au plus loin. Voilà. Et de l'autre côté, tu as une équipe ou deux de l'Ontario ou de la région capitale, donc autour de Ottawa. Et Ottawa, en fait, si vous connaissez la géographie du Canada, c'est collé en fait au Québec. C'est vraiment la frontière entre Ontario et Québec. Exactement. Et donc ça ressemble un petit peu au hockey sur glace, à la Ligue junior majeure du Québec de hockey sur glace, où en fait, certes, c'est la ligue entre guillemets du Québec, mais il y a aussi des équipes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Exactement. Alors, de l'autre côté de la frontière, il y a aussi la Ligue américaine, la NBHL, qui elle, par contre, est une ligue qui est basée sur des championnats locaux. C'est un agrégat de championnats locaux qui eux-mêmes ont plusieurs divisions, donc il y a des promotions, des relégations. Et à la fin, vous avez une grande phase finale, une fois par an, vous avez une grande phase finale de 7
Ligue nationale de ball hockey. Par contre, c'est très restreint niveau géographique, puisque vous avez la Ligue de Buffalo, donc la Ligue de l'Upstate New York, ce qu'on appelle l'Upstate New York, donc c'est le côté de l'État de New York qui regarde les Grands Lacs. Vous avez la Ligue du Massachusetts, la Ligue du New Jersey, d'accord, la Ligue de Pittsburgh, donc ça aussi, c'est pareil, c'est le côté de la Pennsylvanie qui regarde les Grands Lacs, et vous avez éventuellement aussi la Ligue de Long Island. Ok. Tout ça avec division 1, 2 et 3. Là, par contre, c'est très intéressant. Donc, ça évite aussi pour certains quelques scores fleuves, justement, parce que certaines équipes sont plus structurées que d'autres, hein, tout simplement. Ça reste amateur semi-pro, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas s'ils n'ont pas une petite... allez, pour certains, en première division, peut-être ont un petit billet à la fin du match. Enfin, on n'en vit pas, quoi, d'une certaine façon. Et puis, à la base... l'état d'esprit était à la base amateur, mais c'est vrai que la masse de joueurs grossissant, eh bien, il y a peut-être moyen aussi de pouvoir développer une économie autour de ça. Mais alors, c'est un petit peu plus compliqué aussi que ça, parce que visiblement, vous avez aussi des matchs inter-conférences et aussi inter-niveau. Vous avez certains matchs où, pour une raison que je ne comprends pas, eh bien, vous avez un match d'une équipe de première division contre une équipe de deuxième division. Ah bon ? Voilà, peut-être un petit peu que... Comme la NCAA, vous avez des derbies qui sont convenus d'une certaine façon entre certaines équipes en disant, voilà, on a notre rendez-vous annuel entre ces équipes qui sont rivales, mais qui ne sont peut-être plus dans la même division. Peut-être que ça se passe comme ça, peut-être que c'est une histoire de tradition. En tout cas, c'est le cas en college football, donc on peut émettre une hypothèse assez raisonnable par rapport à ça. Très bien. En tout cas, comme tu l'as dit, aux États-Unis, tu sais, organisé par région, dire ça comme ça, de cette manière-là. J'en ai terminé avec les compétitions. Est-ce qu'on passe... je vais aller assez vite sur cette séquence, mais les quelques... Oui, pardon. Alors, juste une dernière chose. Ouais. Ce qui est intéressant, et on ne le souligne pas assez, mais c'est le cas dans d'autres sports, hein, c'est juste qu'on n'en parle jamais. Vous avez, eux l'en parlent beaucoup justement, vous avez des compétitions par tranche d'âge, ça jusque-là c'est connu, vous avez un championnat du monde ISBHF, mais aussi pour l'autre fédération également, vous avez des championnats du monde pour les moins de 18 ans, pour les moins de 20 ans, pour les moins de 22 pour certains, enfin voilà, ça dépend un peu des fois, compétition bien entendu, hommes, compétition femmes, etc. Et vous avez des compétitions de maîtres, donc les Masters, c'est-à-dire les 35 ans et plus. D'accord. Alors, ça existe dans quasiment tous les sports. Simplement, on en parle très peu et du coup, c'est à souligner. Le deck hockey et le ball hockey, les deux d'ailleurs pour le coup, les deux fédérations mettent pas mal en avant justement ces compétitions pour, entre guillemets, seniors, mais seniors en réalité, c'est de 20 ans à 35 ans. En tout cas, dans les grandes lignes, évidemment, on peut continuer à jouer en senior après 35 ans, mais on passe... Les catégories... Voilà. Et vous avez d'ailleurs pour certains qui connaissent par exemple, il y a les sports comme la natation par exemple, où il y a le championnat du monde des Masters, le championnat du monde des maîtres, et c'est amateur, hein, mais ça fait de sacrés beaux voyages et ça fait de sacrées belles rencontres humaines. Tout à fait. Et en tout cas, c'est plutôt sympa, tu as raison, d'avoir ces catégories Masters. Je l'ai vu effectivement passer dans mes recherches. Mais c'est bien que tu en évoques. Ce qui fait une bonne transition avec les Hall of Famers des sportifs légers du hockey-ball. Allez, c'est parti, les légendes de ce sport. Alors, j'en ai mis que 2. Parce qu'il y en a beaucoup en fait dans les Hall of Famers, un homme et une femme. Le premier, c'est Dennis Schlegel, américain, attaquant, position d'attaquant, c'est le GOAT des buteurs. MVP du championnat du monde ISBHF 2015, il est également meilleur marqueur du tournoi ISBHF en 2009, en 2011, en 2015, en 2019, voilà, pas mal, hein. Et c'est quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un d'extrêmement fort offensivement. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué avec la crosse. Il a marqué tellement de fois à l'aveugle, à l'envers, sous des angles inattendus. Il semblerait que ce soit un joueur qui exceptionnellement trouve toujours le but malgré ses positions ou malgré son infériorité numérique face à ses adversaires. Et voilà, donc globalement, c'est quelqu'un qui a énormément contribué à la victoire des États-Unis dans quelques compétitions, quelques matchs. Mais ils sont toujours un peu au Canada, malheureusement.
Parlant de Canada, on a également Kristen Coos, figure marquante du hockey-ball féminin canadien, défenseuse qui a représenté son pays 7 fois. Elle a été capitaine en 2024. Voilà, très connue pour son jeu calme. Elle remporte la médaille d'argent à Bratislava en 2011. Elle a aidé à remporter la médaille d'or en 2013. Et en 2015, elle est passée à la défense. Elle a été nommée MVP au championnat du monde ISBHF la même année. Et elle est MVP défenseur 2017, défense All-Star en 2022. Autant te dire qu'elle a accumulé des titres comme ça, quoi. C'est assez impressionnant. Et il faut savoir qu'il y a une autre Hall of Fameuse qui s'appelle Kateřina Zečovská, une Tchèque, qui est également Hall of Fameuse et qui a dit de Kristen Coos, qu'elle a un QI exceptionnel de hockey. Ce qui veut clairement dire qu'elle avait énormément elle avait énormément d'intelligence de jeu en défense pour pouvoir annihiler les attaques adverses. Voilà pour les 2 Hall of Famers. De mon côté. Oui, vas-y. Alors, de mon côté, du côté de la WBDHF, eh bien, 2 joueurs uniquement, mais non des moindres, puisque une grosse anecdote, en tout cas, on me l'avait dit, on me l'avait répété, en tout cas, lorsque mon ami est revenu du championnat du monde, enfin de la Coupe du Monde à Mont-Tremblant, eh bien, lui me disait, mais tu sais, il y a des joueurs de NHL qui jouent tranquillou dans l'équipe du Canada ou dans l'équipe du Québec ou dans l'équipe d'Amérique du Nord. Oui, je vous ai pas dit, il y a même plusieurs équipes d'Amérique du Nord, tellement il y a 2 joueurs. Donc il y a une équipe du Québec 1, Québec 2, enfin en tout cas en 2024, là pour les championnats du monde en juin dernier, il y avait Québec 1, Québec 2, États-Unis et Amérique du Nord. Il n'y a pas de place, mec. Il n'y a pas de place. Il faut en mettre là. Ce qui avait été fait en hockey sur glace, ils avaient tenté de faire Gary Bettman, le commissaire de la NHL, a essayé de relancer la Coupe du Monde qui avait été proposée plusieurs fois, une Coupe du Monde professionnelle, donc uniquement avec les meilleures nations, donc vraiment un truc élitiste. Et il s'est retrouvé avec une Coupe du Monde avec globalement quasiment que des joueurs de NHL. Et donc, des fois, en fait, il n'y avait pas assez de joueurs européens, donc il a fait une Team Europe, comme ça, from scratch, à partir de rien. Et en fait, il s'est retrouvé avec trop de joueurs nord-américains, donc il a fait construire en fait une équipe d'Amérique du Nord U23 pour concourir dans sa Coupe du Monde à 10 équipes. Donc voilà, c'est comme ça. Mais les Tchèques, eux, avaient leur propre équipe. Bon, c'est comme ça. Tout à fait. Les Slovaques aussi, d'ailleurs. Et bon, c'est vous dire si c'est une religion là-bas, tout ce qui est Tout à fait. 2 joueurs, et ben justement, parmi ces joueurs de NHL qui perpétuent cette tradition justement de hockey, de deck hockey pour s'amuser hors saison, eh bien, vous avez Jonathan Huberdeau. Jonathan Huberdeau, qui est un Québécois qui est né à Saint-Jérôme en 93, ça lui fait bien désormais 31 ans, et donc il est encore tout à fait dans la force de l'âge. Il joue aux Flames de Calgary après avoir longtemps joué aux Panthers de la Floride, Florida Panthers, et du coup il joue au deck hockey le reste du temps, et il a joué à ces fameux championnats du monde, à cette fameuse Coupe du Monde à Mont-Tremblant, Coupe du Monde qui était centrée uniquement sur le 3 contre 3, je l'avais pas dit au fait. Et puis il y a aussi l'inverse. Vous avez certains joueurs, c'est un peu plus... Alors, souvent, ce sont des joueurs qui font aussi du hockey sur glace en parallèle, mais il y a quelques joueurs comme ça qui, en même temps qu'ils chaussaient les patins, avaient quand même une préférence pour le deck hockey. Mais évidemment, une fois arrivé à un certain niveau d'excellence, eh bien sûr, ont signé un contrat avec des ligues de hockey sur glace professionnelles. Mais justement, de ces joueurs qui viennent spirituellement d'une certaine façon du deck hockey, eh bien, il y a Cédric Paré. Cédric Paré, évidemment, lui-même québécois, né à Lévis, et qui a fait ses classes en junior à Saint-Jean, Saint-Jean de Terre-Neuve, Saint-Jean. Non, c'est même pas le même Saint-Jean, c'est c'est Saint-Jean sur le continent, Saint-Jean de la Nouvelle-Écosse. Et à côté, vous avez... puis ensuite, il a joué à Rimouski et il a signé ensuite un contrat en Ligue mineure
du côté de l'AHL. L'AHL, c'est la deuxième division qui est juste en dessous de la NHL. Et donc là, cette année, il a même d'ailleurs été recruté. Voilà, je cherchais trader, mais trader, c'est un anglicisme au final, donc recruté par Toronto, les Maple Leafs de Toronto. Donc, ils jouent dans l'équipe de Ligue mineure des Maple Leafs de Toronto, qui sont les Marlies. Toronto a une particularité, c'est que l'équipe majeure et l'équipe mineure jouent dans la même ville. Et donc, lui vient plutôt du milieu du deck hockey. D'accord. Intéressant. On peut faire dans l'autre sens, donc ça existe. Ça existe, même si ça concerne aussi des gens qui, le reste du temps, savent déjà patiner. Oui, bien sûr. Ah, vaut mieux, hein, quand même, pour pratiquer le hockey sur glace, il vaut mieux. Très bien, Damien, merci pour ces informations. Je te propose de passer à la prochaine séquence qui est où on peut voir et où peut-on pratiquer ce sport en France. J'ai une réponse courte. Difficilement. Alors, j'ai une réponse plus longue, mais c'est dur. C'est dur. À la télé, non. Enfin, autant être clair. En streaming, oui. Il y a la Ligue nationale de hockey-ball, par exemple, qui a son site, ses matchs en streaming disponibles sur le site directement de la Ligue. Donc, on vous mettra les liens sur la page du blog dédié. Et la NBHL également, donc la National Ball Hockey League aux États-Unis, a sa chaîne YouTube, avec les matchs de chaque division, en fait, que vous pouvez retrouver. Je peux vous les afficher tout simplement. Hop, les voilà. Hop, d'abord, ici, la LNHP, comme ça, avec en plus un lien vers la page Facebook, pour directement voir les résultats et les échanges et les infos de transactions entre les clubs. Et vous avez ensuite la NBHL avec son site web et ses matchs résumés ou en direct, game highlights ou full game, que vous pouvez avoir sur le site officiel, la chaîne officielle de la National Ball Hockey League. Comme tu l'as dit, hein, c'est par division. California, Buffalo. Voilà, c'est vraiment par division. Voilà. Mais sinon, pratiquer en France, à moins que tu aies autre chose sur regarder la télé. Justement, c'est l'objectif, c'est de constituer une réelle fédération. La seule chose que je peux vous donner, c'est les comptes sur les réseaux sociaux de la Team France de hockey-ball, donc celle qui dépend de la WBDHF, qui s'appelle tout simplement sur Instagram par exemple, qui s'appelle tout simplement Team France Hockey-ball WBDHF, et à chaque fois, chaque mot séparé par un underscore, vous savez, le tiré du 8, le grand tiré du dessous. Donc Team France Hockey-ball WBDHF, et vous les retrouvez donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que c'est celui-là? Parce qu'entre le hockey-ball et le deck hockey, je sais jamais, est-ce que c'est celui-là? T'as un petit décalage toi, mais... On va regarder, mais voilà quoi. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors ça, c'est l'autre. Ah voilà, tu vois, j'avais une chance sur deux. Voilà. Mais c'est bien, faut donner les deux. Pas de jaloux. Pas de jaloux, c'est très très bien comme ça au moins. C'est le hockey sur glace. C'est le hockey sur glace, j'avais raison. Et là, c'est la FFHG. C'est la FFHG. C'est compliqué. Hein. Donc, ce que j'ai dit. Team France Hockey-ball sur Instagram, tout simplement. Ouais, c'est ce que je cherche, mais... Je n'ai pas autre chose. Peut-être celui-là? Non, c'est l'équipe de France de hockey de nouveau de glace. Moi, je te dis, c'est pas gagné. Tu l'avais dit au début de la rubrique, hein. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. Oh, voilà. T'as mis équipe? Non, j'ai mis équipe, équipe, ça marche pas. Bon. Voilà. Moi, je peux te donner l'adresse. Éventuellement, ça peut être intéressant. Hop. Et je t'envoie le lien à côté de l'autre lien. Ce sera pour la rubrique suivante dans un petit instant.
Voilà, normalement, tu devrais l'avoir reçu. Alors attention, expérience en direct. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est encore très confidentiel en France. Donc c'est plutôt normal qu'on galère en fait. On va passer, on va pas rester trop longtemps. Du coup, je te propose. Tu l'as pas trouvé ? De quoi ? Tu l'as pas trouvé du coup le lien alors ? Non, y a pas, je vois pas le lien, donc je peux pas te dire. Du coup, je te propose qu'on l'évoque dans le blog quand j'aurai fait l'article dessus. Damien, du coup, pratiquer ce sport, comme tu l'as dit, vont essayer de se constituer en championnat, donc on verra au moment venu pour évoquer ça dans l'article de blog. Mais pour le moment, c'est pas très très organisé encore aujourd'hui, donc c'est compliqué. Ok. Voilà. Et on va basculer à la dernière rubrique de notre capsule, c'est les références de pop culture. Pareil, réponse courte, je n'en ai pas. Alors toi t'en as pas, moi toi t'en as une quand même. Et justement, j'en ai une qui illustre bien l'ambiguïté du mot street hockey. Parce que dans le street hockey, si vous êtes en France, on va plutôt avoir ce réflexe de dire que c'est du hockey plutôt à pied, etc. Sauf que le street hockey, si vous êtes en Amérique du Nord, bah vous allez plutôt avoir tendance à assimiler ça à du inline hockey ou à du rink hockey qui se joue avec les patins à roulettes à l'ancienne, à 4 roues réparties de chaque côté. Eh bien, vous avez un jeu qui est dans la grande veine des jeux un peu backyard, enfin qui est même d'ailleurs au début de la vibe, puisque c'est plutôt une vibe qu'on va retrouver, une mode qu'on va retrouver dans les années 2000 en réalité. Et là, on est dans les années 90, on est en 95. C'est Street Hockey 95. C'est faux, on reconnaît le fait que comme ça dans les années 90, ça fait post-apo, mais des années 90, vu des années 90, c'est toujours très fort. C'est ça, post-apo avec du fluo pour montrer que les années 80 c'était ringard déjà pour commencer. C'est ça. Et puis avec un espèce de côté faussement hip-hop. À l'époque, le monde vient de découvrir California Love de la bande à Dr. Dre. Et on est en plein dedans en fait. On est dans une espèce de parodie de California Love et de Mad Max. Qui d'ailleurs elle-même le clip lui-même est inspiré de Mad Max, et vous avez du coup un jeu de hockey de rue, mais si vous avez bien regardé, c'est un jeu de roller hockey inline en fait. Exactement. Donc, ce qu'on assimile dans les années 90 à du street hockey, eh bien c'est du hockey de rue, mais quand même pas à pied, faut pas déconner, avec des patins à roulettes. Exactement. Toute l'ambiguïté et là on boucle une boucle en quelque sorte, tout le souci de nommer ce sport qui est pas assez pris au sérieux parce que créé comme un sport récréatif et vraiment uniquement le loisir, eh bien toute la difficulté elle est là. C'est quoi du street hockey? C'est quoi du road hockey? C'est quoi du hockey ball? C'est quoi du deck hockey? Eh bien c'est assez compliqué, et c'est dans un sens très très bien justement qu'il y ait au moins 2 fédérations avec 2 sets de codes différents pour au moins dire regardez, il y a plusieurs dynamiques, il y a plusieurs manières d'y jouer, mais ça reste le bordel, mais un petit peu plus organisé quand même qu'il y a 25 ans. Exactement, et voilà, donc c'est assez référence parce que moi j'ai cherché des mangas, il n'y en a pas, c'est sur le roller hockey ou sur le hockey sur glace, ou le hockey sur gazon. C'est les seules formes de hockey qu'on a en manga. On évoquera peut-être qu'on fera du roller hockey. Hein. Le manga ou l'anime qui parle de ça. Après, comment dire, c'est un phénomène qui est extrêmement récent. Oui, tout à fait. La NBHL, elle a été créée vraiment il y a quelques années, un peu avant le Covid finalement. Moi, les terrains de street, alors pour le coup, street hockey en bitume, que j'ai vu à Toronto, ça date de 2012. C'était au pied d'une barre d'immeuble, je vois un terrain de hockey, je me dis ouais, du hockey sur glace, et puis je me rapproche, et puis je me dis ah non, pas vraiment, c'est pas vraiment, c'est un city stade.
comme chez nous, donc pour nous, ce serait un panneau de basket en France, ou alors des petites cages de futsal en quelque sorte, tu sais, les petites cages de hand qui servent pour le mini-football, quel qu'il soit. Et ben non, là, c'était des cages pour le hockey. Donc imagine que pour eux, eh bien, notre délire des city-stades qui servent à plusieurs trucs, eh bien, leur délire à eux, c'est que c'est des stades de hockey, en fait. Exactement. Et ben voilà, Damien, nous avons fait le tour du street hockey au sens deck hockey et hockey-ball. J'espère que ça vous a plu, mais on va finir cette capsule avec l'actualité du sport de la semaine. Alors, il suffit que je parte en week-end, il se passe plein de trucs. C'est assez terrible. J'ai 4 news. Alors, je sais pas si t'en as autant. Voilà. Après, t'as peut-être des trucs en commun avec moi, potentiellement. Parce que moi, j'ai une seule news. D'accord. Donc, je vais faire les miens. Tu me dis si t'as en commun et on peut commenter ensemble si besoin. Il y en a un qui est plutôt la plus populaire, c'est l'Espagne championne d'Europe de l'Euro de football de l'Euro de football, qui a battu l'Angleterre 2-1. Donc, autant vous dire que l'Angleterre... je sais pas quand est-ce qu'ils pourront regagner une compète, je comprends pas. C'est absolument fou. Et donc voilà, 2-1 pour l'Espagne. Côté Amérique du Sud, on a la même avec l'Argentine qui bat la Colombie en Copa América avec un petit scandale des réseaux sociaux avec un joueur qui s'est filmé en train de chanter une chanson raciste contre l'équipe de France. Voilà. C'est digne de leur quotient intellectuel au niveau footballeur argentin. Voilà. C'est digne de la dignité avec laquelle ils ont gagné la Coupe du Monde. Ouais, le match, je ne reviens pas dessus parce qu'il était largement gagné. Mais le triomphe... Il y en a qui savent avoir le triomphe modeste, il y en a qui savent avoir le triomphe festif. Eux, ils ont le triomphe beauf, malheureusement. C'est bien dommage et ça avait gâché la fête ce soir-là. Mais par contre, tu me parles de Copa América, belle performance, pour faire justement un lien avec notre émission d'aujourd'hui. Belle performance des Canadiens, quart de finaliste. C'est plutôt pas mal, effectivement. Tout simplement ensuite le tennis avec Alcaraz qui a remporté Wimbledon, donc qui est devant Novak Djokovic. Ouais. C'est qui a gagné ? Quoi ? C'est qui a gagné chez les filles, du coup ? Je l'ai pas, malheureusement. Je l'ai pas ici. Mais je peux tester autre. Si, je me souviens que c'était une... C'est pas une tchèque. Je sais plus. Mais je me souviens que c'était quelqu'un, en tout cas, qui a potentiellement jamais gagné Wimbledon. Elle avait déjà, je crois, remporté un grand chelem, mais pas Wimbledon. Et du coup, juste pour les hommes, du coup, Alcaraz a flanqué une petite rouste. Puisqu'en moins de 2h30, il a fait un 6-2, 6-2, 7-6. Autant te dire que... malheureusement, je pense que Djokovic, pareil, il prend de l'âge. Et à un moment, voilà, ça baisse. À un moment, physiquement, ça baisse. C'est compliqué. Alors, Barbara Krejcikova. C'est une, hein ? C'est une tchèque. Ah, parfait. C'est bien ce que j'ai... Yasmine et Pauline. C'est ce que j'avais en tête. Tu vois, je l'avais quand même vu la news, je me souviens plus de son nom. Et je voulais terminer par ça parce que, enfin, en tout cas, de mon côté, je voulais terminer par ça. C'est le scandale, la honte, parce que le rugby, on peut pas s'empêcher, malgré les couleurs, malgré les valeurs, malgré tout ça, d'avoir des scandales au rugby. Et donc, on a 2 joueurs de l'équipe de France. Alors, il y a 2 scandales en plus, en coup sur coup. Il y a 2 joueurs de l'équipe de France pendant leur tournée en Amérique du Sud qui sont actuellement, on dit mis en examen en France, je pense qu'en Amérique du Sud c'est un autre terme, mais en tout cas ils sont mis en examen pour viol et agression sexuelle. Voilà, super. Donc c'est le 2e ligne Pau Hugo Oradou et le 3e ligne Oscar Gégou qui sont donc inculpés de ces crimes. Autant vous dire que je pense qu'on les reverra plus jamais sur un terrain de rugby. C'est terminé pour eux et tant mieux. Et en parallèle, on a le Toulonnais Melvin Jaminet qui, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, a employé des propos racistes. Il n'était pas bourré, j'ai pas suivi cette affaire. Tu peux être bourré, ok, tu peux faire des blagues, parce que des fois, effectivement, bourré, tu fais des blagues de racistes, mais vu la vidéo, parce que je l'ai vue, en fait, la vidéo, non, c'était pas, il déconnait pas trop, en fait. Je pense que, justement, ça l'a décomplexé, d'accord. Donc il a été... C'est le fond de sa pensée, quoi, d'accord. Hein ? C'était le fond de sa pensée, quoi. Je pense que c'est le fond de sa pensée, ouais. Okay. Après, encore une fois, tout le monde se dit que, faut respecter les gens du renseignement. Je suis pas faire politique, mais en gros, globalement, dans le groupe,
des supporters du Rassemblement national, il y a des racistes. Enfin, à un moment, faut pas se leurrer, il y a des racistes en France. Donc voilà. Donc, il y a tout le spectre. Simplement, en fait, ce qu'on demande souvent aux sportifs, c'est de pouvoir formuler ça de manière pas trop. Oui, ou pas de se positionner politiquement même, d'essayer de pas se positionner politiquement. C'est ambigu, ça prête à interprétation. Là, s'il a fait un truc, s'il a balancé un truc complètement stupide, malheureusement, tant pis pour lui, c'est qu'à un moment donné, en fait, contente-toi de bien jouer d'une certaine façon et pense ce que tu penses. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont. T'auras le temps de le dire quand t'auras fini entre les mecs dans le bus argentin, entre lui qui se fait filmer ou qui se filme. Qu'est-ce qu'ils doivent se filmer en fait? Leur connerie. C'est assez fou. C'est l'âge des réseaux sociaux. C'est l'âge des réseaux sociaux. Ouais, c'est l'âge des réseaux sociaux, mais je trouve ça complètement stupide. C'est absolument scandaleux. Bon, ça la reprendra. C'est con parce que au final, tu vois, on a ces mauvais buzz finalement dans le rugby français, alors que les moins de 20 ans sont en passe de remporter un 3e titre tout à fait. Du mondial espoir, du mondial junior, parce que du coup il n'y a pas d'espoir, pas d'espoir dans le rugby, ça fait bizarre de dire ça. C'est le mondial junior et ils peuvent faire la passe de 3. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est monumental pour l'avenir du rugby français. C'est un super beau signe. On n'en parle pas en fait, parce que déjà il y avait cette tournée des seniors en Argentine, qui pour moi les tournées, mais ça c'est une unpopular opinion, et je sais que c'est trollesque, mais les tournées ça ne sert plus à rien maintenant depuis la Coupe du Monde. Mais bon, faire des tournées, il paraît que ça rapporte de l'argent, donc bon, c'est comme ça. Regarde ce que ça donne finalement. Le match on n'en parle pas et on ne parle que des scandales. Et donc, à côté de ça, tu as cette sortie médiatique de Melvin Jaminet. Mais pendant ce temps, il y a quand même des trucs positifs, quoi. On a mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce genre de bêtises qui fait que on occulte les bonnes performances efficientes sportives des moins de 20 ans, par exemple. Tu as totalement raison, ça va être potentiellement la 3e fois que l'équipe de France des moins de 20 ans va remporter un titre de champion du monde, ce qui est assez fou. Et en plus, et en plus, c'est dingue parce qu'on s'est fait défoncer par les Néo-Zélandais au premier tour. Donc on était dans le groupe de la Nouvelle-Zélande au départ. Et là, on les rencontre en demi-finale et on les déboîte. Ah ouais, on n'est pas bien rentré, mais finalement, c'était pas mal peut-être. Ça fait dire qu'on était au taquet et du coup, on les re-rencontre et on fait non, cette fois on est prêt. Cette fois on est ready là. Alors je sais que c'est pas super cool de dire ça, mais il faut quand même... Voilà, il faut dire ce qu'a dit Jaminet quand même, parce que pour dire que c'est assez difficile de croire qu'il était bourré, on dirait ça, donc il dit « Madaron qui me demande si j'ai fait la fête, je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oh, la violence du truc. Donc c'est pas bourré, non. Ok. C'est pas quand t'es bourré, tu dis ça. Oh, non, là, je pense qu'un type comme ça sur un terrain... Et le problème, mon Dieu. Et le problème, c'est que Internet n'oublie pas. Donc t'es condamné. Je pense qu'il ne rejouera plus jamais au rugby non plus. Ah ouais, non, il y a moyen. C'est terminé. Voilà. Ah punaise, j'avoue. C'est pour ça que moi je travaille aussi un peu en sécurité informatique. Soyez prudents quand on fait des choses sur Internet. Vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est même plus violent encore que comment s'appelait-il déjà, le transfuge du 13 qui était venu justement, qui avait pété un câble en arrivant au 15, qui était un Australien, originaire du Pacifique et qui était évangéliste. J'ai son nom sur le bout de la langue, c'est une erreur. Bon, c'est pas grave. Mais bref. Est-ce qu'il mérite qu'on lui fasse de la pub? Peut-être pas. En tout cas, il avait fait des sorties aussi, pareil, contre les homosexuels, contre tout, etc. Super. Ok. Bon, voilà, Damien, c'est sur cette petite note quand même positive avec l'équipe de France des moins de 20, qui sera peut-être champion du monde. C'est comme fou. C'est fou. C'est ce truc qui est fou. News alors. Hein? Et ma news alors? Ah, pardon, je pensais que c'était ta news. Vas-y, fais ta news. Ma news, elle date d'hier. Vas-y. Je me suis baladé, moi, à Paris, hier, parmi les sites olympiques.
Je voulais pas mourir idiot parce que je ne verrai pas les Jeux Olympiques à Paris. J'ai pas envie d'engouffrer de l'argent pour monter dans la capitale et payer ma place à 380 boules. Oui, c'est ce que vous allez payer si vous voulez voir le cyclisme au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous rassure, il y a aussi des places à 45 € par exemple pour le hockey sur gazon, je crois, ou pour d'autres épreuves, mais rien en dessous de 45 €, sauf exception. Je crois qu'il y a des matchs de foot à 25 €, et encore, je ne sais pas s'il en reste. À Lyon, en revanche, ou dans d'autres villes de province, vous pouvez vous en tirer avec quelques matchs de football masculin ou féminin pour une quinzaine d'euros. Donc, je me suis baladé et j'ai vu les sites en construction. Et je les ai vus pas finis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont déjà, heureusement d'ailleurs pour le coup, qui sont en place. Les tribunes en tubulaire, certains écrans, selon les sites, pour le coup, certains écrans qui sont déjà en train de diffuser des mires techniques pour bien vérifier que les images passent bien. À l'inverse, il y a d'autres sites, et je pense au stade de la Tour Eiffel, par exemple, tout ce qui est autour du Champ de Mars, à part la grande halle éphémère qui est au bout, par exemple, du Champ de Mars, donc vers l'école militaire, à part ça, tout ce qui est entre le Champ de Mars, le stade de la Tour Eiffel et, on va dire, le Trocadéro, même si il y a des choses qui sont déjà achevées en fait du côté du Trocadéro, c'est assez inquiétant parce qu'on est à moins de 10 jours. Et à moins de 10 jours, normalement, on devrait ne pas voir de gens travailler en réalité. Enfin, c'est bête à dire, mais alors, attention, il ne faut pas non plus pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour certains sites, encore une fois, là où les constructeurs savent faire, c'est à construire les guichets en bois pour accueillir le public. On en est à ce niveau-là de détail, tant mieux, c'est cool. Bon, on en est aussi à 10 jours, c'est-à-dire que ça aurait déjà presque dû être fait d'une certaine façon. Mais bon, au moins c'est fait, et pour la plupart, c'est encore le cas. Sauf que vous avez certains sites, effectivement, où on entend encore pas mal de bruit, on entend encore pas mal de choses qui sont pas optimisées, qui sont pas achevées. C'est peut-être des détails, mais c'est des détails qui en disent long sur le fait qu'à 10 jours, normalement, on devrait pouvoir déjà admirer derrière les palissades, parce qu'il y a quand même des palissades, faut pas déconner, mais on devrait pouvoir admirer les sites finis, en fait. Normalement, à 10 jours de l'épreuve, à 10 jours du début des épreuves. Et c'est pas le cas. Ouais. Après, il y a des excuses comme le Covid, il y a pas mal de raisons pour lesquelles potentiellement tout n'est pas encore prêt. D'ailleurs, le fait que tout le réseau de métro qui était prévu, le Grand Paris Express, n'est pas prêt parce qu'il y a le Covid, c'est ce qu'ils ont clairement dit. Mais tu as raison, c'est un peu dommage de ne pas être prêt à minima sur les choses qui devraient être prêts avant les Jeux. Pour les transports, c'est le cas, parce que du coup, en fait, ils ont... toi et moi, on était à Japan Expo, tu vois, la semaine dernière, justement, c'était justement l'inauguration de plusieurs extensions du métro, notamment la ligne 11 qui va jusque dans l'Est parisien désormais, depuis la semaine dernière, la ligne 14 qui va à Orly, mais attention, il faut payer un billet zone 4 spécial, ouais. depuis 2 semaines pour le coup. Donc, oui, donc là, pour les transports, je me fais d'ailleurs potentiellement, paradoxalement, je me fais moins de soucis pour les transports que pour les sites en eux-mêmes, finalement. C'est assez paradoxal, parce que d'habitude, c'est ce genre de grands travaux qui n'est jamais achevé comme il faut. Sauf que là, non, c'est con, c'est les sites qui vont accueillir du public qui ne sont pas finis. Alors après, il y a des bons points. Si vous vous promenez du côté de la place de la Concorde, vous n'entendrez quasiment aucun bruit. Vous allez avoir des entrées, des sorties de camions, ça c'est voilà. Mais à part ça, c'est bon, c'est fait. A priori, ça a l'air réglé. Mais par contre, encore une fois, tout ce qui est vers le Champ de Mars, ça a l'air pas encore là. Ça, en tout cas, ça a l'air pas encore prêt. Bon attends, il semblerait que la scène soit prête puisque la maire de Paris a plongé avec le président du. C'est pas la semaine prochaine, ça? C'est le 23, je crois. Non, il a plongé ce matin. Il y a des vidéos. Et là, ce matin, la vidéo et tout. Bon, après, il va me plonger ce matin que quelques jours avant, ils se rendent compte que ça a repollué parce qu'il y a des pluies diluviennes en amont de la Seine. Mais... Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça que. C'est prévu. Elle a fait ce matin, t'inquiète. Il y a plein de vidéos sur les chaînes d'information continue, t'inquiète. Il y en a plein. Donc, on verra si c'est prêt parce qu'il y a quand même pas mal d'épreuves dans la Seine. Donc, vaut mieux que ça soit quand même prêt le jour J.
on en revient toujours à ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est quand même très très con de la part de Paris de ne pas avoir prévu de plan B. Et de plan B pour des choses aussi basiques que ça. Il y a un plan d'eau dans l'Est parisien qui va être utilisé pour plein d'autres épreuves. Pourquoi on l'utilise pas? Enfin bref. Bon. Non, c'est fait maintenant. Et puis, ce qui serait quand même assez dommage, c'est que des athlètes tombent malades après les Jeux. Ça serait quand même très ballot. Très, très c'est ballot. Déjà arrivé, hein, ça. Tout à fait. C'est déjà arrivé après des mondiaux de triathlon. Voilà. Tout à fait. Bon, cher Damien, merci pour cette news supplémentaire. Et puis, je te propose donc de clôturer l'épisode d'aujourd'hui et de présenter le dernier épisode de la saison des Capsules de Sport avant notre pause estivale du mois d'août. Et surtout, on va parler de quoi? Eh bien, ça sera mon sport pour terminer. C'est du roller derby. On va faire du sport au féminin. Parce que le roller derby, c'est quand même un sport au féminin. Même s'il y a des hommes qui pratiquent le roller derby. Il y a un petit championnat. Il y a un championnat, c'est ça. Mais on va parler de la version féminine, puisque là, c'est Girl Power sans problème. Damien, merci encore pour cette émission. Je te rappelle, et je rappelle à nos chers auditeurs et ceux qui écoutent notre émission, que vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur YouTube, que vous pouvez aussi nous retrouver sur les podcasts, les plateformes de podcast audio. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires sur les épisodes pour savoir si il n'y a pas des questions que vous posez sur les sports qu'on a abordés. En tout cas, c'est un plaisir, et je le répéterai dans 2 semaines, c'est un plaisir d'avoir créé ces petits podcasts avec toi, Damien, mais on en reparlera la semaine prochaine. Exactement. Chers téléspectateurs, à la prochaine, dans 2 semaines, pour parler de roller derby. À bientôt, Damien. Tchuss.